le bonus de l'épisode 319 que vous avez peut-être suivi en direct ce jeudi soir, puisque nous enregistrons ces épisodes en public, j'ai presque envie de dire, sur YouTube, à présent, en tout cas cette saison. Vous savez donc, si c'est le cas, que nos chroniqueurs de la semaine sont les suivants. D'un côté, Sébastien, de l'autre côté, Aurélien. Bonjour tous les deux, j'espère que vous allez bien. Bonjour, oui. bonsoir. Ouais, ça a l'air d'aller. Bien. Bah ouais, toujours. On a toujours un petit truc en plus à dire, vous le savez, avec nos bonus, puisque, voilà, il arrive qu'il y ait quelques news comme ça qui ne passent pas inaperçues pour nos chroniqueurs. Ils ont quand même envie d'en toucher un mot, même s'il n'y a peut-être pas énormément de choses à en dire, et donc ça rentre parfaitement dans les 15 minutes qui sont prévues à cet effet, puisqu'on ne va pas au-delà des 15 minutes. Ça peut même être plus court si on n'a pas grand-chose à dire, mais jusqu'à présent, on a toujours été jusqu'aux 15 minutes, parce qu'on est de grands bavards, et que voulez-vous, c'est comme ça. On passe directement au premier sujet, si tu le veux bien, Sébastien, puisque c'est toi qui ouvre le feu. Ton sujet, ne dites plus, mais dites plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on me fait là pour le bonus, on me fait des titres laconiques à souhait, donc là je suis perdu. Voilà. On t'écoute. C'est peut-être un bien pour toi, vu ce qu'il va dire. Franquin dans Gaston et dans les idées noires, qui disait ne dites pas, mais dites plutôt. C'est ça. Toujours des jeux de mots. Vous savez que dans le monde de la technologie et dans le monde de l'IT en particulier, on utilise énormément d'anglicismes. Ah oui. Et un petit temps avant que ces anglicismes soient adaptés en français, souvent c'est, pour prendre un cliché, nos cousins québécois, nos amis québécois qui sont les premiers à franciser, et à juste titre, certains mots. J'aurais un truc à dire après là-dessus, mais on en reparlera. Vas-y, continue. D'ailleurs, au Québec, souvent, vous êtes plus strict sur la non-utilisation de l'anglais que nous le sommes ici en Europe. Mais cette semaine, c'est le très sérieux ministère de la Culture, la commission d'enrichissement de la langue française en France, qui a apporté une nouvelle pierre à son édifice et qui a publié au journal officiel une série d'expressions anglaises, anglophones à traduire en français. Alors là, je dois me retourner parce que je dois prendre mon écran. On ne dira donc plus la technique d'intrusion qui consiste à envoyer par ultrason un message à un assistant vocal pour en prendre le contrôle à l'insu de son utilisateur attitré. En anglais, on appelle ça une dolphin attack, une attaque dauphin. Maintenant, il faudra dire une attaque aux ultrasons. Si vous travaillez dans le monde de la sécurité informatique, quand on fait un post-mortem, c'est-à-dire quand on analyse ce qui s'est passé a posteriori, on appelle ça un digital forensic. Maintenant, ça sera de la criminalistique numérique. Vous volez des bitcoins peut-être? Vous êtes un crypto-stealer? Que nenni non point. Vous êtes un détourneur de cybermonnaie. Évidemment, on ne reçoit plus des mails de phishing, mais des mails d'hameçonnage. Bah oui, mais ça c'est pas nouveau, ça. Non, ça c'est moins récent, mais c'était maintenant dans le journal officiel. Pour certains types de phishing, j'avais jamais entendu cette expression du whale phishing, du phishing à la baleine. C'est l'hameçonnage ciblé d'un dirigeant par un cybercriminel qui se fait passer pour une personne influente ou investie d'une autorité, et on appellera ça de l'harponnage. Et puis peut-être que quelqu'un vous a déjà téléphoné en essayant d'avoir les numéros de téléphone de vos collaborateurs, les noms, les adresses e-mail, donc vous étiez victime de social engineering. Mais non, vous êtes victime de manipulation psychosociale. Le dernier, le dernier pour la route, beaucoup amusant. Il y a une technique de blanchiment d'argent qui consiste à faire effectuer par de nombreuses personnes recrutées à cet effet des dépôts bancaires inférieurs au seuil de l'obligation déclarative légale. Joli, hein. Donc en gros, c'est-à-dire vous avez une somme à blanchir, vous la donnez à vos copains et chacun de vos copains va passer des petits montants, 1000 par-ci, 500 par-là, etc. pour que ça passe en dessous des radars. En anglais, on appelle ça du smurfing, et vous savez que les smurfs, ce sont les petits caractères, les petits personnages bleus inventés par le belge Peyo de la bande dessinée, et donc le smurfing a été traduit par le schtroumpfing. C'est au journal officiel français qu'on va parler de schtroumpfing. Mais ça dit, tu ne le sais peut-être pas, Aurélien, mais les schtroumpfs sont traduits dans énormément de langues, et l'une d'entre elles, le néerlandais, en flamand, et je pense que c'est le cas aussi en anglais, mais j'ai peur de dire une bêtise, ce sont les smurfs.
Les Smurfs en anglais, en anglais aussi. Et en néerlandais. Los Pitufos en espagnol. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a comme ça, quand on est devant la liste, alors après, on les retient pas, hein, mais quand on est devant la liste des traductions des schtroumpfs dans les langues étrangères, c'est toujours très amusant, parce que ce sont des mots un peu inventés, un peu tordus, mais jamais aussi fort quand même, il faut le dire, et aussi pointu que Schtroumpf. C'est que Schtroumpf, je trouve ça quand même totalement incroyable. Tu parlais des Québécois, on a quelques auditeurs au Québec, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire éventuellement. Tu parlais de la défense de la langue française, c'est vrai que c'est la défense des Québécois de longue date et des anciens en particulier, mais de plus en plus on note, et moi je l'ai vu encore il n'y a pas tellement longtemps, c'était sur TV5 Canada, enfin sur TV5 Québec, on en parlait, il y avait un excellent documentaire sur la question, où de plus en plus les jeunes aujourd'hui s'en foutent un peu, ils glissent énormément d'anglicismes dans leur vocabulaire, donc du franglais, hein, on l'appelle ça comme ça, on l'appelle ça déjà chez nous comme ça, et chez eux aussi, et donc ça ne les dérange absolument pas, ils considèrent que ça enrichit la langue française que de mettre des termes anglais dans leurs phrases. Moi je trouve que ça rajoute de l'imprécision, mais moi je trouve toujours un petit peu dommage quand on vient d'une langue comme le français qui permet toutes les nuances. Je pense que c'est une des langues dans le monde qui permet autant de nuances que l'on peut l'imaginer, de la dénigrer quelque part au profit d'une langue qui est, pour le coup, l'anglais, s'il y a bien une langue qui n'a pas de nuances, c'est bien de celle-là, donc je trouve ça toujours un petit peu dommage. Fin de la parenthèse linguistique, si vous le voulez bien, parce que du coup, on est bavard, je l'avais dit, on peut passer la parole à Aurélien, parce que lui aussi a des choses à dire. On peut parler d'un bouquin qui s'appelle L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like, Aurélien. Oui, qui vient de sortir un livre de monsieur Guillaume Pitron. Alors, j'ai entendu quelques chroniques dessus, notamment à la radio, et ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. C'est un livre qui cherche à démontrer les effets du numérique, les effets invisibles du numérique. En fait, j'ai lu l'introduction et il part d'un constat assez simple. Au début, les choses allaient à la vitesse du cheval, parce que pour se déplacer, on était à cheval. Puis la première locomotive est arrivée, on est passé de 10 km/h à 40 km/h, et puis après on a envoyé un email qui pouvait aller d'un point A à un point B, traverser aller d'un continent à un autre en quelques secondes, et en fait tout s'accélère de plus en plus, et le problème du numérique, c'est qu'on se rend pas compte qu'un petit clic d'un like, par exemple, d'une vidéo ou autre, a des répercussions sur énormément de systèmes, que ces systèmes, il a fallu les produire, qu'il faut les consommer. Alors, c'est pas un livre misérabiliste ni pessimiste, mais par contre, c'est un livre qui essaye de montrer la réalité des choses. Et j'ai relevé 2-3 petits chiffres qui étaient présents dans l'introduction pour remettre un peu l'église au milieu du village. L'industrie numérique consomme 10% de l'électricité produite dans le monde. C'est quand même énorme, quand on regarde. Et émet 4% des émissions globales de CO2, ce qui est quand même le double du civil, de l'activité aérienne mondiale civile. Donc le numérique pollue quand même de manière très importante par rapport à l'avion. C'est un chiffre qui m'a surpris. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ça vient de sortir. Il parle aussi d'initiatives assez intéressantes, comme des marins qui repêchent des câbles sous-marins enterrés, des câbles sous-marins pas enterrés justement, qui au fond des mers. Sous-marins, qui oui, c'est comme l'estime de soi de soi-même. Donc, par exemple. Donc voilà, ça essaye d'expliquer un peu tout ça. C'est à charge, clairement, mais oui, c'est ça. Ce que j'allais dire en conclusion, Aurélien, c'est que je pense que ça reste toujours intéressant, mais je pense qu'il faut le mettre un peu en perspective avec des gens qui disent peut-être pas la même chose, parce qu'il y en a. Mais en même temps, ça fait partie. Effectivement, t'as raison. Il faut voir tous les côtés de ces choses-là. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent, comme ça on est. Les Liens qui libèrent, oui. L'Enfer numérique, voyage au bout d'un lac de Guillaume Pitron. Voilà une référence
c'est pas tous les jours qu'on parle bouquin chez Techno, c'est dommage, parce que c'est toujours intéressant et édifiant, et puis voilà. On passe à la suite, rapidement, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes et 25 secondes, vous voyez comme c'est précis, pour parler avec peut-être Sébastien, pour repasser la parole à Sébastien, de l'appartement de Seinfeld, qui défie les doigts de la physique, pardon. Tu vas nous expliquer ça rapidement, j'espère. Mais bien. Oui, je comptais pas faire plus de 2 minutes là-dessus. Vous avez probablement, comme moi, regardé dans les années 90 le TV show de Jerry Seinfeld, qui est un stand-up comédien US, un TV show sur rien. Hein. C'est une bande de potes qui faisaient leur vie quotidienne à New York. Il se passe rien en général dans un épisode. Il le dit, c'est The Show About Nothing. Ouais. Et 20 ans après, il y a des gens sur Reddit qui ont beaucoup de temps à passer, qui ont analysé les plans et essayé de reconstituer les plans de l'appartement, comme ça se fait souvent. Il y a eu ça pour Friends aussi. Et ils se sont rendus compte d'une anomalie, c'est que y a la cuisine qui est dans un prolongement, un espèce de U qui dépasse de l'appartement. Et quand on sort de cette cuisine, les murs s'ouvrent pour donner du volume à la pièce principale. Et donc il y a un mur à 45 degrés par rapport à la cuisine sur lequel il y a la porte. Et ils se sont rendus compte que le couloir derrière cette porte, il est rectiligne, il tourne pas. Et donc si on met le couloir rectiligne, il devrait rentrer dans la cuisine. Puisque la cuisine et la porte font un coin comme ça, le couloir étant, je ne sais pas si vous voyez la caméra pour ceux qui regardent, ceux qui écoutent en audio, je suis désolé. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais on a mis les références et il y a les photos et tout. Donc, pour pouvoir rentrer là. Et donc voilà, petit défaut de conception d'un décor de studio de télévision. Ah non, je pense que c'est pas... Moi, je pense que c'est comme les 4 doigts dans les personnages de Walt Disney. Mais non, mais il y a une raison technique, et le chef décorateur a certainement une raison. Il a dû faire avec ce qu'il avait, et la surface de plateau qu'il avait à sa disposition. Et puis, il y a une question de lumière, sans doute aussi, à prendre en ligne de compte. Et puis, il y a une question de cadre, d'essayer d'avoir de l'information dans l'image. Et donc, du coup, on se permet, dans ces cas de figure, de tricher avec la perspective, des fois, avec des objets, avec des tailles d'objets aussi, pour donner l'impression qu'ils sont soit très éloignés, soit très rapprochés, etc. Donc voilà, c'est plutôt malin. Mais c'est plutôt malin aussi à ceux qui l'ont déniché et qui en font l'analyse. Je vais les inviter à chercher avec moi un appartement ou une maison et à regarder les photos qu'il y a sur les sites, les annonces immobilières, pour aller débusquer les failles et voilà. Mais super intéressant comme exercice quand vous avez du temps, évidemment. Très rapidement, Aurélien, tu avais encore une information à nous donner. Je viens de virer mon écran. Oui. C'est moche. De quoi s'agit-il? Mailchimp, qui vient d'être racheté. Oui. Alors Mailchimp, tout le monde connaît, c'est un service d'emailing. Oui. Je pense que tout le monde a reçu au moins un mail avec le petit logo Mailchimp. Les newsletters, etc. Voilà. Qui vient d'être acquis. L'entreprise Mailchimp vient d'être acquise par Intuit. Et NTUIT qui possède le service QuickBooks, qui est en fait un service complet de devis, factures et autres suivis de trésorerie pour TPE-PME pour la modique somme de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. Donc ils veulent utiliser Mailchimp pour connecter le marketing le marketing à QuickBooks, donc à tout ce qui sert pour les jeunes, pour les entreprises, les petites entreprises. Alors pour info, Mailchimp, c'est quand même 13 millions d'utilisateurs dans le monde, 2,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 800 000 clients payants. Donc c'est quand même de la grosse... ça ne me surprend pas. On parlait de la consommation du web et des nouvelles technologies, etc., et de l'empreinte carbone de tout ça. Le mail pèse lourd, et donc c'est un gros business, effectivement. Grosse boîte, Mailchimp, tout le monde connaît, effectivement. Il y a des concurrents, mais c'est toujours Mailchimp qu'on cite, même si c'est pas toujours eux qu'on utilise, mais c'est souvent eux qui sont cités en première intention. C'est une belle somme, 12 milliards de dollars, c'est quand même pas n'importe quoi, il faut bien le préciser. C'est épinglé, vous l'aviez peut-être épinglé chez vous aussi. N'hésitez pas à partager
partagez avec nous votre veille technologique via les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou notre groupe Facebook Les Technos, le podcast, puisque nous-mêmes, nous partageons le fruit de notre veille avec vous via ces deux réseaux sociaux, en l'occurrence. Donc n'hésitez pas, c'est un gagnant-gagnant. On va se retrouver très bientôt avec un nouvel épisode. Ce sera le 340e pour le coup, jeudi prochain. Merci Sébastien pour cet épisode. Merci également à Aurélien. Passez tous une très bonne semaine, ou ce qu'il en reste. Et on se dit à très bientôt. Salut!